Bonsoir, chers internautes. Bonsoir à toute la communauté passionnée des sujets RH. Alors, je suis Hans Sosten Asogba, je suis recruteur, je suis spécialiste des questions des ressources humaines. J'aurai le plaisir d'échanger avec deux panélistes cet après-midi pour aborder un sujet, une thématique hautement d'actualité. Je veux dire la culture corporate au service du bien-être pour une meilleure expérience collaborateur. Un thème qui répond aux préoccupations de bon nombre de personnes, que ce soit dans le milieu RH que dans le rang de nos collaborateurs directs. Et aujourd'hui, il n'y a plus de secret que les départs dans nos entreprises sont liés à plusieurs facteurs, dont le mal-être que peuvent vivre des collaborateurs. Et quelle est l'importance de la création d'un environnement de travail sain, d'une culture de bien-être qui favorise une meilleure expérience collaborateur? Ce sont des questions que nous allons nous poser tout à l'heure et auxquelles vont répondre nos panélistes, deux vaillantes dames passionnées des sujets RH, passionnées du capital humain. Je voudrais nommer Madame Loïse Yoruba et Madame Marie-Paul Akpo, que je remercie déjà pour la disponibilité d'échanger avec moi cet après-midi. Bonsoir, mesdames. Avec plaisir. Bonsoir, Sosten. Bonsoir. Bonsoir, Sosten. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère? Oui. Très bien pour moi. Ça va. Très bien. Une fin de semaine assez chargée et je tiens quand même à vous remercier pour la disponibilité que vous avez pour partager vos connaissances avec des passionnés RH, avec des gens encore plus jeunes que nous. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser vous présenter. C'est toujours mieux que chacun utilise les thèmes. On va peut-être commencer par Mme Loïse. Parlez-nous qui vous êtes, ce qui vous passionne le plus en matière de sujets RH. D'accord. Merci beaucoup, Sosten, et bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent aussi. Moi, je suis Loïse Yoruba-Paul. Je suis spécialiste en développement RH, recrutement, gestion des talents, marque employeur et tout ce qu'il y a comme projet qui tourne autour du bien-être, de la fidélisation, de la satisfaction des collaborateurs. Ce sont des sujets qui me passionnent. D'autres sujets qui me passionnent encore, tout ce qui concerne le leadership, la culture d'entreprise et la mise en place de sujets innovants qui permettent de créer plus d'engagement pour les collaborateurs. Ce genre de sujet-là, en tout cas, me passionne et c'est avec plaisir que j'ai accepté, en tout cas, de participer à cette table ronde-là pour échanger et aussi apprendre de vous. Merci. Merci, Loïse. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. Ta présentation montre clairement que tu es bien à ta place dans ce panel et qu'on aura quand même un débat assez enrichissant. Alors, je donne la parole à Mme Marie-Paul Akpo. Ok. Bonjour Sosten, bonjour Loïs, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je suis Marie-Paul Akpo, je suis la directrice du capital humain des hôtels non-Messine du groupe Mangalis. Donc, voilà, je suis aussi passionnée des ressources humaines parce que j'ai été d'abord dans une fonction de finance et après je me suis frottée quand même quelques temps avec les ressources humaines. Donc, du coup, je me suis réorientée, je me suis créée une nouvelle. Donc, je suis directrice du capital humain. Je suis très passionnée. Ce qui me passionne le plus, ce sont les échanges avec les collaborateurs, surtout depuis le recrutement, l'intégration et voir un salarié évoluer dans sa carrière. Ça, c'est très passionnant pour moi. Et puis, comme Loïs parlait tout de suite de bien-être aussi dans le milieu professionnel, c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup au sein de nos hôtels. Donc, je suis contente de participer à ce panel pour partager avec vous nos expériences, les bonnes pratiques. Voilà. Merci Marie-Paul, merci à vous deux pour la présentation. Alors, je rappelle la thématique que nous abordons aujourd'hui, qui est la culture corporate au service du bien-être pour une meilleure expérience collaborateur. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai bien envie de mieux comprendre, suivant votre expérience et suivant votre expertise,
Et comment est-ce que vous définissez une culture d'entreprise humaniste? Je laisse la parole d'abord à Aloïse. D'accord. Déjà, avant de parler d'humaniste, faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est la culture d'entreprise. Déjà, la culture d'entreprise, c'est vraiment pour une entreprise l'ensemble des valeurs qui sont propres à elle et comment est-ce qu'elle va, à partir de ces valeurs-là, décliner des processus de gestion qui vont adresser chaque sujet au sein de l'entreprise, que ce soit le recrutement, la carrière, les politiques de gestion de talent et toutes les autres politiques. C'est à partir de ces valeurs qu'elle va identifier, qu'elle va décliner en fait tout ce qu'il y a comme processus et politique ensuite. L'humaniste, c'est vraiment, voilà, ce qui permet de mettre en avant l'humain, de créer de l'engagement et permettre aux collaborateurs au sein d'une entreprise de se sentir non seulement considérés, valorisés, et aussi d'avoir des conditions qui les permettent d'exprimer leur potentiel et d'avoir un bon équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle aussi. Donc, pour moi, la culture d'entreprise humaniste, c'est l'ensemble des pratiques que l'entreprise va mettre en place pour permettre aux collaborateurs de non seulement être engagés, mais d'être dans de bonnes conditions pour leur santé, leur sécurité. On parle aujourd'hui de santé et de sécurité au travail. Donc, l'ensemble des conditions que l'entreprise mettra en place pour permettre aux collaborateurs d'être en bonne santé, d'exprimer leur potentiel et puis vraiment d'être engagés, d'être à l'aise en fait. Voilà, si je peux paraphraser un peu une définition de culture d'entreprise humaniste, voilà ce que je dirais. Merci. Loïs. Alors, Marie-Paul, dites-nous. Ok, donc pour aller dans le même sens que Loïs, je dirais c'est la création d'un cadre bienveillant au sein de nos organisations. C'est surtout ça. Cadre bienveillant veut dire on a droit à l'erreur. Et puis, on a le droit aussi d'oser, d'apprendre et puis de transmettre en fait notre savoir. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment que l'environnement de travail où il fait bon vivre, où l'employé vient au travail pas avec la boule au ventre, mais il vient au travail parce qu'il sait qu'il a un bon cadre de vie, il a envie de transmettre, il a envie de se former. Donc, en quelque sorte, c'est mettre vraiment l'humain au cœur de notre activité, dans nos différentes organisations, afin de permettre aux collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, en gros, c'est un peu ça. Merci. Alors, je retiens de vos deux approches de définition que, en soi, toutes les entreprises ont une culture. Après, est-ce que cette culture, elle est humaniste ou non? C'est là qu'on se pose la question. Exactement. La culture humaniste va être celle-là qui va permettre aux collaborateurs d'avoir un sentiment d'appartenance poussé, de pouvoir les fidéliser, de pouvoir leur permettre d'être quand même bien à l'aise dans ce qu'ils font, de ne pas se réveiller le matin en se disant je dirais encore là-bas. Merci. Exact. Alors, de vos expériences, je sais que vous avez un parcours excellent en termes de mais quelles seraient pour vous les différentes étapes ou quelles ont été les différentes étapes que vous avez mises en place pour construire une culture axée sur le bien-être des collaborateurs? Madame Marie-Paul? Ou Loïs prend toujours la parole en premier? D'accord. Non, je laisse Marie-Paul cette fois pour ne pas... Ou si tu veux, Marie-Paul. Oui, allez, vas-y. D'accord. Donc, déjà, comme on a dit tout à l'heure, on a dit culture d'entreprise, valeurs qui sont chères au top management. Donc, quelles sont les étapes? C'est déjà de repartir vers le management en tant que RH, pour connaître ce qui compte réellement pour le top management. Quand je dis ce qui compte pour le top management, vous allez arriver dans certaines entreprises où on vous dira ici, ce sont les chiffres. Si les hommes ne veulent pas faire, on les libère, on prend d'autres personnes. Vous allez dans une autre entreprise, on vous dira non, ici, ce sont les hommes, la richesse. Donc, il faut que ces hommes soient bien traités, il faut qu'ils soient respectés, il faut qu'ils soient valorisés. Et une fois qu'ils seront dans ces conditions-là, ils vont produire au-delà même de ce qu'on leur demandera.
Donc, c'est de repartir vers le top management pour demander au top management qu'est-ce qui constitue une valeur fondamentale pour le top management. Les décliner et dans ces valeurs-là, dans nos pratiques au quotidien, pouvoir refléter ces différentes valeurs. Moi, je pense que cela part déjà de l'honnêteté et de la transparence. Voilà, il faut être vraiment très honnête et de pouvoir dire, pour moi, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas forcément les collaborateurs, mais ce sont les chiffres. Ou ce qui compte aujourd'hui pour moi, c'est que les collaborateurs au sein de l'organisation soient respectés et valorisés. Vu que là, on est dans le cadre d'une mise en place de culture d'entreprise humaniste, la base, c'est d'abord quelles sont nos valeurs. Après, quand on a défini nos valeurs, quelles sont les politiques qu'on met en place pour que les collaborateurs au sein de notre entreprise ressentent et se retrouvent dans ces valeurs-là? Quelle est la communication qu'on met en place pour qu'ils sachent que chez nous, c'est important de pouvoir refléter ces différentes valeurs sur lesquelles qu'on a identifiées et sur lesquelles on a communiqué. Des valeurs d'honnêteté, de bienveillance, de tempérance, de droit à l'erreur, comme disait Marie-Paul, d'innovation, de créativité. Une fois qu'on a décliné ces valeurs, qu'on a communiqué sur ces valeurs et qu'on a pratiqué, on a adopté des pratiques en lien avec cette valeur-là dans nos différentes activités, vous allez voir que le cadre lui-même va se créer parce que les gens sauront, par exemple, que, je prends un exemple, hein, quand j'arrive dans une entreprise, si je suis recrutée aujourd'hui en tant que manager, si j'étais quittée dans une autre entreprise ou quand quelqu'un fait une erreur directement, on lui donne une demande d'explication. Ici, non, ce n'est pas le cas. Parce que ici, on dit qu'on a le droit à l'erreur. Donc, si le collaborateur fait une erreur, d'abord, j'échange avec lui pour comprendre les raisons et je vois comment je l'aide à monter en compétence. Donc, pour moi, la première étape, c'est de définir quelles sont les valeurs qui nous sont propres. Une fois qu'on les a définies, communiquer sur ces valeurs-là, ensuite écrire des politiques, des procédures qui vont encadrer nos différentes activités et qui tournent autour de ces valeurs-là pour que tous les collaborateurs soient imprégnés en partant du top management. Je vais m'arrêter là et laisser Marie-Paul compléter. Merci Loïs. Marie-Paul. Merci Loïs. Donc, après la définition de ces valeurs-là, moi, je parlerai aussi d'adapter en fait cette culture d'entreprise à l'évolution aussi de l'entreprise. Il faut aussi, parce que dans chaque entreprise, les cultures diffèrent. Même si on parle de culture bienveillante, en fonction de l'entreprise, ça diffère. En fonction aussi des collaborateurs, du niveau de tous les collaborateurs, parce que moi, je n'ai pas le même besoin qu'un serveur et le serveur n'a pas aussi vraiment le même besoin que moi. Donc, du coup, on s'adapte en fait à la population à laquelle on a en face. Et puis ensuite, il faut que les bureaux, l'environnement de travail même soit à l'image aussi de l'entreprise. Il faut surtout faire ce qu'on dit. Dans bon nombre d'entreprises, ce sont de belles paroles sur les réseaux sociaux et qu'on intègre l'entreprise, c'est différent, c'est autre chose. Et on se demande même qu'est-ce qu'on fait là. Donc, il faut vraiment pouvoir dire vraiment ce qu'on fait et faire ce qu'on dit aussi. Alors, parce que on parle de carrière, on parle de vie professionnelle. Donc, il faut vraiment mettre l'accent dessus. Et puis, il faut aussi qu'on puisse attirer les meilleurs talents. De nos jours, ce qu'on remarque, c'est que nous, en tant que recruteurs, c'est vrai qu'on a notre mot à dire, mais on se rend compte aussi que les collaborateurs choisissent l'environnement dans lequel ils veulent travailler. Cette nouvelle génération, lors des entretiens, ils peuvent même vous demander quelle est votre culture d'entreprise, ce qu'on ne ferait pas avant. Donc, c'est dire qu'ils ont le choix. Ils veulent travailler dans un environnement où il fait bon vivre. Donc, tout ça passe par la culture, par une très bonne définition de la culture d'entreprise. Donc, il faut vraiment, de nos jours, que nous, en tant que recruteurs, nous mettions vraiment l'accent sur ça. Merci Loïs, merci. J'en apprends beaucoup ce soir. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin parce que le sujet m'intéresse moi-même également, bien que je sois passionné de la chose RH. Alors, une fois qu'on a défini les politiques, la valeur, au moment de l'implémentation, pour vous, à partir de quel moment on expose le collaborateur à cette culture d'entreprise humaniste?
Est-ce qu'il faut commencer à partir du recrutement? Je voudrais savoir, de votre pratique, à partir de quel moment est-ce qu'on commence à faire vivre, à inculquer cette culture-là aux nouveaux collaborateurs? Moi, je dirais à partir, depuis le début même, à partir même de l'offre d'emploi, à partir, de l'appel en fait à candidature. Donc, dès qu'on poste cet appel à candidature, il faut déjà qu'à travers le déroulé de l'entretien, du recrutement, il faut déjà que l'employé sente qu'il est en train de postuler dans une entreprise où il fait bien bon vivre. Donc, je pense que ça doit commencer depuis le début, jusqu'à l'intégration du collaborateur. Excellent. Hein? Pour aller un peu dans le même sens que Marie-Paul, comme on a dit tout à l'heure, on suit des étapes clés, on définit ce qu'il y a comme valeur pour nous. À ces valeurs-là, on déploie des processus, des politiques. On va onboarder tous nos collaborateurs qui sont là pour leur dire voici nos pratiques, voici comment est-ce qu'on fonctionne ici. Et dans ma présentation, j'avais parlé de marque employeur. On va communiquer sur ces valeurs-là aussi à l'extérieur. Comme Marie-Paul l'a dit, aujourd'hui, on est face à des jeunes pour qui l'intérieur, la culture d'entreprise compte dans le processus de recrutement. C'est-à-dire qu'avant, on dirait le plus important, c'est d'avoir un emploi. Aujourd'hui, il y a des personnes pour qui savoir quelle est l'ambiance qu'il y a au sein de l'entreprise est un élément qui est déterminant pour accepter ou décliner une offre. Donc, une fois qu'on a onboardé nos collaborateurs et qu'on a communiqué sur ces valeurs-là à l'extérieur, notre rôle, c'est de pouvoir s'assurer que ce qui est décliné et présenté à l'extérieur correspond réellement à la réalité en interne et à nos pratiques, nos différentes pratiques. Donc, à quel moment, comme Marie-Paul l'a dit, c'est depuis l'appel à candidature. C'est depuis l'appel à candidature qu'il faut dire chez nous, voici notre vision du capital humain, voici notre vision de la performance, voici comment est-ce qu'on encadre nos relations et voici comment est-ce qu'on souhaite fonctionner. Donc, une fois que cela est présenté, quand le candidat vient encore en entretien, même dans le processus de sélection, il doit pouvoir le ressentir. Si on dit chez nous, on respecte et on valorise l'humain, il doit pouvoir le ressentir. Aujourd'hui, j'échangeais avec quelqu'un qui me disait, j'ai participé à un entretien d'embauche et en plein entretien, on m'a posé une question, j'ai un peu bugué et la RH a fait, je me suis sentie dévalorisée et j'ai eu l'impression de ne pas être respecté. Vous voyez déjà, pendant l'entretien, il a eu un premier aperçu de plus ou moins, ou peut-être une situation qui lui a donné un mauvais signal. Donc, même dans le processus de recrutement, le candidat doit pouvoir sentir que ce que j'ai lu dans l'appel à candidature correspond réellement à l'accueil. Voilà, donc c'est depuis, je veux dire, comme Marie-Paul a dit, depuis l'appel à candidature, dans le processus de sélection, et après, une fois que la personne encore est sélectionnée, dans le processus même d'onboarding, il doit pouvoir le ressentir. Certaines entreprises vont faire des présentations sur les valeurs pour dire, voici les attitudes qui sont admises chez nous, voici nos valeurs, dans nos relations, nos interactions au quotidien, voici ce qu'on accepte, voici ce qu'on n'accepte pas. Si tu es face à telle ou telle situation, voici les personnes vers qui tu dois te tourner, voici l'attitude, la posture que tu dois adopter. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une culture sur laquelle il faut communiquer seulement pour ceux qui sont en interne ou seulement pour ceux qui sont déjà recrutés. Non, c'est vraiment un ensemble de pratiques de communication qui permettent à tous les candidats, même qui postulent ou qui souhaitent intégrer l'entreprise, de comprendre déjà ce qu'il y a à l'intérieur de cette entreprise. Voilà un peu. Merci Loïs, merci. Merci. Alors, je retiens clairement qu'aujourd'hui, il est important que la culture d'entreprise qui est véhiculée à l'extérieur, sur les réseaux sociaux, sur les canaux de l'entreprise, soit vraiment celle qui est vécue en interne. Donc, de transparence dans la communication. Et c'est vraiment cette transparence-là qui évite que les nouveaux collaborateurs, une fois à leur poste, ne connaissent pas un déchantement total, qui ne soit pas, qui ne sentent pas qu'il y a un déphasage entre ce qui est vécu et ce qui est vécu en interne. Pour moi, de
des réponses de vos approches, je vois clairement qu'un élément très important dans la mise en place de cette culture axée sur le bien-être des collaborateurs va être vraiment la transparence et la communication. Exactement. Exact. Alors, je sais que dans vos parcours, il vous est arrivé de rejoindre des entreprises qui avaient déjà une culture qui ne soit forcément pas humaniste. Et les challenges ont souvent été de pouvoir redynamiser, définir une nouvelle ligne de culture pour pouvoir embarquer et engager tous les collaborateurs. Allant dans ce sens-là, il me plaît bien de savoir les défis que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez généralement lors de la création d'une culture d'entreprise humaniste. Madame Loïs? D'accord, ok, je vais commencer. Les défis que j'ai rencontrés sur ces sujets-là, le premier blocage, c'était au niveau du top management. Parce que, comme je disais d'entrée, c'est vraiment la source. Pourquoi? Parce que c'est le top management qui définit la vision de l'entreprise et les RH que nous sommes, on vient en support à partir de cette vision-là pour associer et impliquer, engager le capital humain pour l'atteinte des objectifs. Donc, si au niveau du top management, l'humain n'est pas au centre ou n'est pas le facteur déterminant, déjà il y a problème. Donc, dans ces entreprises-là, le premier obstacle a été déjà de convaincre le top management sur l'importance de la valorisation de l'humain. Ça a été aussi d'expliquer aux collaborateurs que quand on dit humain et bienveillant, cela ne veut pas dire autorisation à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'arrivé un moment, il faut pouvoir dissocier et dire on est humain, on est bienveillant, on autorise le droit à l'erreur, mais après, il y a certaines attitudes qu'il faut pouvoir développer, des attitudes professionnelles, des attitudes de respect et de transparence, d'engagement envers l'entreprise et de ne pas du doigt, une fois qu'on vous dit attention, là, ce que vous faites, ce n'est pas correct, crier automatiquement à non, vous n'êtes pas bienveillant, ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que vous faites, non. Donc, la plupart des difficultés que j'ai rencontrées, ça a été déjà de convaincre le top management de l'importance de l'humain, convaincre et expliquer aussi aux collaborateurs la différence entre la bienveillance et le laisser faire, et puis ensuite le déployer et l'implémenter, la conduite du changement. Parce que qui dit nouvelle culture d'entreprise dit on faisait A, quand on a fait A, voici les impacts qu'on a eus, les impacts surtout négatifs. Essayons de progresser vers B en faisant B, voici les avantages qu'on aura et voici les problèmes qu'on va éviter. Donc, ça a été vraiment ces trois étapes-là. Mais bon, finalement, on y est arrivé parce qu'on a réussi à convaincre le top management que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'automatisation. On peut automatiser plusieurs activités, mais il y a certaines activités qui nécessitent que des hommes soient là. Et même pour automatiser, il faut encore des hommes qui aient l'intelligence de la conception pour pouvoir automatiser ces activités-là. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir valoriser, créer de l'engagement pour cet humain-là qui va permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et même au-delà. Après, avec les collaborateurs, ça a été des campagnes de sensibilisation, des échanges très transparents à bâton rompu où on s'assoit, on fait un town hall et puis on dit voici ce qu'on a fait jusqu'ici et voici les impacts qu'on a eus. Est-ce qu'on est nous-mêmes satisfaits? Non, on ne l'est pas. Où est-ce qu'on veut aller? Un brainstorming où tous ensemble on dit ah, on veut aller ici, ici. OK, si on veut aller là-bas, voici les attitudes qu'on doit changer. Voici ce qu'on doit désormais faire. Et si on le fait, c'est sûr qu'on va y arriver. Voilà un peu en termes de partage d'expérience. Merci Loïs. Marie-Paul, dites-nous. Effectivement, dans le même sens que Loïs, moi je vais partir aussi sur la gestion financière parce que qui parle de management humaniste parle aussi ça a un coût. Donc il faut déjà convaincre le top management, c'est-à-dire il faut faire une étude assez chiffrée. C'est vrai que venir dire comme ça au top management, voici ce que vous devez faire maintenant pour les collaborateurs, pour qu'ils se donnent plus, pour qu'ils soient plus à fond dans l'activité, afin qu'ils puissent atteindre les objectifs. Il faut vraiment chiffrer. Il ne faut pas juste dire, il faut vraiment leur montrer l'impact que ça aura, ce changement,
sur les résultats. Donc, c'est avoir une méthodologie vraiment de chiffres afin qu'ils comprennent très bien et puis ensuite accompagner aussi la politique de changement. Parce que c'est très difficile à des personnes qui ont vécu pendant plusieurs années dans un certain environnement de tout d'un coup venir leur demander de changer sans même expliquer le bienfait de ce changement. Donc, c'est surtout ça, parce que j'étais dans des entreprises où la population était assez vieillissante. Donc, imaginez venir dire à quelqu'un qui tend vers la retraite, maintenant, il ne faut plus fonctionner comme ça, vas-y avec l'ordinateur, adopte cette position parce que ça te permettra de bien te sentir. Vraiment, c'est très compliqué, cette politique de changement. Il faut vraiment qu'on s'y mette et puis communiquer assez clairement aussi avec les équipes pour leur montrer le bien fondé, en fait, de toutes nos décisions qu'on prend. Et c'était ça, vraiment, les véritables défis que j'ai eu à rencontrer. Merci Marie-Paul, merci Loïse. Alors, je retiens clairement que le gros challenge en termes de création d'une culture d'entreprise humaniste, c'est pas déjà l'implémentation de la politique elle-même, c'est déjà en amont arriver à quand même convaincre le top management de l'opportunité de créer ce type d'environnement-là pour pouvoir booster les équipes. Et Marie-Paul a su bien le dire, c'est de pouvoir montrer quel sera l'impact de cette culture d'entreprise-là sur le rendement. Parce que ce qui intéresse le top management, c'est de savoir si je mets en place, si je reste transparent sur une telle culture, quelles seront les retombées pour moi en termes de performance. Merci pour vos avis là-dessus. Alors, en tant que DRH, vous occupez généralement des positions centrales en termes d'implémentation et de mise en place et de la promotion du bien-être au sein de vos organisations. Et comment est-ce que vous l'intégrez dans vos processus de RH, dans vos processus du capital humain? Quels sont les processus dans lesquels vous intégrez cet aspect humaniste, bienveillant et exigeant à la fois? Marie-Paul? Ok. Donc, ok, c'est à voir alors. Déjà, dans un premier temps, c'est au quotidien, je dirais. Au quotidien, c'est déjà avoir la politique de la porte ouverte. Il faut qu'on puisse discuter avec tous les collaborateurs. Il faut qu'avec chaque collaborateur, on ait une relation particulière. C'est déjà ça. Et puis ensuite, quand même être assez flexible sur... c'est sûr, même je dirais un exemple sur les horaires, parce que de plus en plus, on voit, avec l'avènement du Covid, on voit qu'il ne faut pas forcément rester 8 heures de temps au bureau pour pouvoir gérer une activité. Donc, il faut quand même être flexible aussi sur les horaires. Il faut être vraiment aussi à l'écoute des collaborateurs. Et puis, en quelque sorte, c'est ça d'abord. C'est sur ça d'abord qu'on doit miser pour mettre déjà en place une bonne politique de bienveillance au travail. Merci Marie-Paul. Super. Donc, au niveau des politiques qu'on a adressées pour les questions de bienveillance, d'humanisme, déjà la politique sociale de l'entreprise. Que dit la politique sociale de l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on parle de social? Parce que les hommes, on travaille dans une entreprise, c'est vrai, on est dans une compagnie, on doit faire du chiffre, mais après, au-delà de cela, nous sommes des êtres, on est fait de sociabilité, on se construit à partir des interactions qu'on a au quotidien. Je peux venir aujourd'hui être très performant parce que, voilà, chez moi, tout va bien. Et demain, je viens, parce que je viens de perdre mon père, par exemple, j'ai le moral totalement à zéro. Et ce que j'arrivais à produire hier, je n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Quand je rencontre ce genre de situation, que dit l'entreprise par rapport à cette situation, au-delà de mon activité? Donc, la première chose, ça a été d'élaborer une politique sociale pour dire que chez nous, quand vous rencontrez telle ou telle situation, que ce soit une bonne nouvelle, on sera avec vous pour vous encourager, pour vous féliciter. Si c'est une situation difficile aussi, on sera avec vous pour vous dire Yako. On vous accompagne.
Donc, d'abord, la politique sociale pour que les gens sentent vraiment ce côté social de la part de l'entreprise. La deuxième politique, ça a été la politique de gestion des conflits. Voilà, parce que comme on a dit, on est dans une société, on a des interactions au quotidien. De ces interactions-là peuvent sortir des incompréhensions, des mésententes. Comment est-ce qu'on les traite? Que ce soit entre collègues ou avec le manager. Est-ce qu'automatiquement, quand il y a une situation, on part à la sanction, à l'avertissement, ainsi de suite, au licenciement? Donc, ça a été de rédiger ces politiques-là pour dire que chez nous, vu qu'on a dit qu'on autorise le droit à l'erreur, en cas d'erreur ou de situation ou d'incompréhension, la première chose, c'est l'échange, la communication. On s'assoit, on discute de manière très transparente et ouverte. Et après, on essaie ensemble d'identifier des plans d'action pour ne plus que les problèmes qu'on a identifiés ou le problème qu'on a identifié qui a créé la discorde se reproduit. Une fois qu'on a pris ces plans d'action, on est tous les deux engagés à faire chacun notre part pour ne plus que la situation se reproduise. C'est vrai qu'après, on n'est pas des robots, il peut toujours arriver des couacs, mais quand on part comme ça sur de la transparence, de l'honnêteté, de la communication, la plupart du temps, le reste découle de source parce que chacun est engagé, chacun engage sa responsabilité à mener les actions et avoir la bonne attitude pour ne plus que les conflits arrivent. Et comme Marie-Paul l'a dit, pour nous, en tant que RH, c'est la politique de la porte ouverte. Voilà, la capacité à créer aussi une relation de confiance, non seulement avec les collaborateurs, mais aussi avec le management, pour les accompagner dans le respect de ces différentes politiques-là, dans leur relation avec les collaborateurs. Par exemple, j'ai été dans une entreprise où on a mis en place une rubrique dédiée exclusivement aux collaborateurs. Dans cette rubrique-là, on parlait des attitudes professionnelles qui sont en lien avec les valeurs de notre entreprise. Donc, chaque semaine, ils reçoivent des petites piqûres de rappel pour dire, chez nous, quand on dit la transparence, cela renvoie à telle attitude, tel comportement dans nos relations. Et la même rubrique a été réadaptée pour le management, où les managers aussi, chaque semaine, reçoivent des publications où on leur dit, chez nous, le management bienveillant, en cas de gestion des conflits, voici ce qu'il faut faire. En cas de mésentente avec un collaborateur, voici ce qui est interdit. Les cris, les insultes sont interdites. Voici ce qu'il faut déployer, voici ce qu'il faut mettre en place. Donc, c'est vraiment ce que nous, on a fait à notre niveau. Politique sociale, politique de gestion des conflits, politique de management de la performance. Parce qu'après, les collaborateurs sont là, ils font de leur mieux pour être performants. Après, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on leur réserve. Si moi, je suis performant, qu'est-ce qu'on me promet? Donc, la politique de gestion de la performance et de gestion de carrière est venue pour dire, chez nous, si tu es performant et que tu arrives à atteindre tel objectif sur telle période, voici les perspectives qui peuvent s'offrir à toi en cas d'opportunité. Donc, voilà un peu comment est-ce que, de mes expériences, on a adressé cette question de culture d'entreprise et comment est-ce qu'on la déploie dans nos pratiques RH au quotidien. Merci Loïse, merci Marie-Paul. Pour aller aussi dans le même sens que Loïse, en fait, ici, nous, comme on est dans l'hôtellerie, donc on travaille 24 heures sur 24. Donc, voilà, on explique en fait aux collaborateurs qu'on doit travailler en s'amusant. Donc, c'est vrai qu'ils travaillent, mais qu'ils considèrent qu'ils sont en train de s'amuser. Et puis, on favorise aussi l'amitié au travail. Donc, c'est une famille et on passe beaucoup de temps ici, 24 heures sur 24, les équipes tournent, c'est un non-stop. Donc, je pense que ça leur fait du bien de s'amuser en travaillant et voilà, ils s'y plaisent bien. Et pour compléter aussi, il y a un élément que j'avais oublié. Dans le groupe dans lequel je suis actuellement, on a mis en place une politique télétravail, comme Marie-Paul l'a dit. Depuis Covid, on a décidé d'encadrer maintenant, de baliser. On s'est dit, on met en place une politique télétravail. Vu qu'on est sur des activités très technologie, innovation et tout, on met en place une politique télétravail pour permettre aux collaborateurs, au moins 2 jours dans la semaine, de travailler depuis la maison. Voilà. On a aussi mis en place des activités sportives
il y a des activités sportives qu'on réalise parce qu'on se dit il faut bouger souvent, il ne faut pas toujours rester assis. Il y a des moments où ils sont en train de travailler et top, il y a un exercice qui apparaît sur l'écran qui dit c'est bon, levez-vous, bougez-vous un peu. Ce genre d'activité-là, en tout cas, pour qu'ils sentent que, voilà, au-delà de la performance, vraiment leur bien-être compte aussi pour l'entreprise. Merci Loïse. Merci Loïse, c'est une bonne pratique. Merci. Alors, je pense, si vous nous suivez, que vous avez envie d'être dans un environnement sain qui permet de s'épanouir, cherchez à rejoindre des entreprises où Loïse et Marie-Paul travaillent. Je pense que c'est une chose et on va suivre de près. En tout cas, merci pour ces détails des pratiques quotidiennes que vous mettez en place. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est fini la période où l'époque où le DRH ou le RH était le gendarme de l'entreprise, la personne. Quand on sentait de loin son parfum, il fallait détaler tout de suite. Il fallait finir. Non. J'ai bien dit, c'est vraiment la porte du RH est le bureau le plus ouvert à tous. Aucun dirait le directeur du rassemblement humain parce que c'est vraiment le but où tout le monde doit se réunir. Alors, peut-être deux questions encore avant que je ne prenne vos mots de fin. Comment est-ce que vous évaluez l'efficacité des initiatives liées au bien-être dans votre organisation? Marie-Paul, tout à l'heure, a mis l'accent sur le fait que dans la stratégie de convaincre le top management d'aller à la mise en place d'une telle politique, il faut montrer des chiffres. Il faut montrer l'impact qu'une telle culture peut avoir sur la performance globale de l'entreprise. Comment est-ce que vous arrivez à quantifier cela? Comment est-ce que vous arrivez à évaluer cette efficacité-là en quelques minutes? Loïse? D'accord. Je commence? D'accord. Oui. Très rapidement, comme on a dit tout à l'heure, la politique, la culture d'entreprise va être déployée dans nos différentes politiques et pratiques RH. On a parlé de social, on a parlé de performance. Je vais aller sur la performance. Là, on communique sur l'impact qu'on a en tant que RH et en termes de culture quand on fait ressortir, par exemple, les résultats que l'entreprise a eus l'année passée, les formations que les collaborateurs ont suivies pour monter en compétence sur un sujet ou un nouveau projet et les résultats qu'on a eus l'année N+1 après avoir déployé le plan de formation. Ça, c'est un indicateur clé qui ne ment pas. On identifie d'abord les expertises que les collaborateurs doivent pouvoir développer. On fait une évaluation à chaud pour voir si les acquis de la formation ont été implémentés. Et après, on regarde les résultats. Quels sont les résultats qu'on a eus? Peut-être que l'année N, on avait vendu 20 marchandises, mais l'année N+1, vu qu'on a suivi une formation sur des stratégies de vente à travers le digital, on est passé de 20 à 1 million. Ça, c'est ce qu'on fait de manière très claire pour parler de performance. Pour parler maintenant d'engagement, j'ai parlé tout à l'heure de politique de télétravail qui a été mise en place. Du fait de cette politique-là, aujourd'hui, certains collaborateurs ne comptent même pas les heures. C'est-à-dire que je n'ai pas fini mon travail, non, je reste, je veux terminer parce que je sais que demain, je pourrai être en télétravail, je ne vais pas subir les bouchons et tout ça. Donc, au niveau de l'engagement, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et j'explique en tout cas une situation qu'on a vécue dans une entreprise dans laquelle j'étais. On devait organiser un team building et le car est tombé en panne à un moment. Donc, nous, au niveau RH, on était un peu déboussolés. On s'est dit, mais est-ce que les gens seront toujours contents pour s'amuser et tout? Je vous dis que les collaborateurs sont descendus. Ils ont poussé le car. Le car s'est remis à rouler. Ils sont arrivés à la fête. Ils se sont amusés. Ils ont dansé. Ils ont crié comme si rien ne s'était passé. Pour montrer, en fait, le niveau d'attachement. Et quand on a fini, ils nous ont dit, merci, vous avez assuré. C'était la meilleure journée. On était choqués. On dit, mais attends, avec tout ce qui s'est passé, ils disent, non, on sait que ce n'est pas de votre faute. Nous, ça nous a fait plaisir d'être là. Ça, ce sont des indicateurs pertinents qui ne sont pas chiffrables, mais qui sont visibles pour le top management et même pour nous en tant que RH pour dire qu'au niveau de l'engagement, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a une confiance qui est en train d'être bâtie. Je vais terminer aussi pour dire que la confiance et la culture d'entreprise et le bien-être s'instaurent dans la transparence
et dans la capacité à faire ce qu'on a dit. Quand les collaborateurs voient que vous leur dites, on va désormais faire ça, parce qu'on veut être transparent, on veut être clair avec vous, et que vous le faites, il y a une certaine confiance qui naît et qui fait que, au-delà du salaire de X ou de Y, ils disent, nous, on est avec vous. Ne vous inquiétez pas, on est là. Voilà, donc c'est un peu ces éléments-là sur lesquels je peux communiquer pour dire, voici comment est-ce qu'on se rend compte que ce qu'on est en train de mettre en place, les activités sportives, le télétravail, le flex time et tout, ça a réellement de l'impact sur l'engagement des collaborateurs, sur leur santé et sur leur bien-être. Et quand on regarde aussi les chiffres qui nous viennent de l'infirmerie sur les absences, les congés maladie et tout, on se rend compte qu'il y a une réelle régression. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place fonctionne. Voilà. Merci. Merci Loïs. Okay. Je partage parfaitement ce que Loïs dit. Surtout, on le voit au niveau du taux d'absentéisme aussi. Parce que quand un collaborateur est bien sur son lieu de travail, il aime venir au travail, il s'absente très peu. Les cas aussi de repos maladie, on n'en voit presque pas. Actuellement, nous sommes aussi ici en hôtellerie dans une phase où on a plusieurs hôtels qui ouvrent. Donc, c'est sûr que ces hôtels viendront piocher chez nous, mais les équipes qui ont fait une réunion, on a fait une réunion de personnel qui nous ont dit, on est avec vous, on va finir avec vous, on n'ira nulle part. Donc, au niveau même du turnover aussi, qui est assez bas, ça prouve qu'ils se sentent bien. Parce que, comme Loïs dit, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc, ils ont parfaitement confiance en nous. Donc, qui dit turnover assez bas, ça parle aussi de recrutement. Donc, on ne perd pas de temps dans un processus de recrutement parce qu'il est très coûteux. Donc, c'est une économie aussi à notre niveau. Donc, c'est surtout ça, je partage complètement l'avis de Loïs. Merci à vous deux. Merci pour ces éléments de réponse qui nous permettent de mieux apprécier. Je pense que cette question va beaucoup plus intéresser les acteurs RH qui nous suivent, précisément parce que cela va leur permettre de savoir quels sont les outils de reporting qu'ils peuvent mettre en place pour mesurer l'impact des actions bien-être sur la performance globale, déjà, et également dans la stratégie de convaincre le top management, c'est aussi de mettre l'accent sur le fait que ce ne sont pas forcément des résultats quantifiables, comme l'a dit Loïse. Il y a des appréciations aujourd'hui. Quand le taux d'absentéisme baisse, on le sait tout de suite. Mais après, quand les collaborateurs ont la joie de vivre, ça ne peut pas être quantifié. Ça peut se voir et cela peut se vivre au quotidien. Alors, avant de finir, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous des anecdotes ou des témoignages, les témoignages les plus significatifs que vous avez reçus de collaborateurs que vous avez impactés ou que l'organisation a impacté par la culture bien-être. Moi, je me rappelle encore au début de ma carrière, j'avais eu un N+1 qui était bienveillant et exigeant. Et il est arrivé un soir où je suis resté travailler tard, donc j'ai travaillé jusqu'à une certaine heure, je rentre chez moi. Le lendemain, je reviens tout de suite et dès que j'ouvre mon ordinateur, je vois un petit bout de papier qui est là, où il a écrit un petit mot sympa. Ça m'a apporté une certaine joie qui a fait que, à des moments donnés, je me sentais pas redevable à ce manager-là, mais tellement il me traitait bien que quand bien même j'avais des offres parfois meilleures, je me disais, mais pourquoi partir quand j'ai le cadre de travail idéal qui est pour moi? Alors, partagez avec nous vos expériences, les témoignages que vous avez reçus. Pour moi, pas plus tard qu'hier, j'ai un de mes collaborateurs ici, on devait aller à un team building, donc c'était soit moi ou lui. Mais je le sentais tellement fatigué ces derniers temps, puisque c'est en période de fin d'année, il y a beaucoup de reporting, donc je lui ai dit, bon, vas-y, tu en as plus besoin de ce team building que moi. Et hier soir, il m'a écrit un long message pour me dire un grand merci, parce que c'est un team building dédié au directeur, mais j'ai permis qu'il soit là-bas. Et il a vu en fait tous les directeurs à nu. Ils étaient là, ils ont discuté, ils étaient tellement bien. Il me dit, Madame Apo, je ne vais jamais vous laisser. Juste pour cette petite journée que je lui ai, pour moi, c'était tellement insignifiant,
Et voilà, ça lui a fait très plaisir. J'ai mon big boss aussi ici. Je lui dis à chaque fois, monsieur, si vous partez, je pars avec vous. Je pars avec vous parce qu'il a un management tellement bienveillant. Il te met une pression, mais tu ne sens même pas qu'il y a une pression. Et comme on dit, on s'amuse en travaillant. Et il donne toujours du sens à ce qu'on fait. Le plus important, c'est donner du sens à chaque demande qu'on fait aux collaborateurs. C'est très important. On veut un reporting, il faut vraiment qu'on lui dise pourquoi il est en train de faire ce travail, à quoi ça va servir. Bon nombre de managers ne le font pas. Ce sont des exécutants, ils ne savent pas pourquoi ils le font et ça, à la fin, on est très frustrés quand on ne donne pas de contenu en fait aux collaborateurs. Donc, c'est très important la communication et puis la politique de la porte ouverte aussi. Merci Marie-Paul, merci. Loïs, en une minute, est-ce que tu pourrais partager avec nous? D'accord, très rapidement, moi c'est plutôt un témoignage d'un manager que j'accompagnais, parce que comme vous savez, hein, nous au niveau des RH, c'est vrai qu'on encadre des équipes directement, mais on encadre et on accompagne aussi les managers dans la gestion de leurs équipes. Donc au départ, nouvellement recruté, il était un peu perturbé, comment est-ce qu'il pose les pas? Dans l'équipe, il y a une personne qui était un peu hésitante, qui était un peu réfractaire, qui avait du mal en tout cas. L'impression qu'il avait, c'est que cette personne avait du mal à accepter son autorité. Donc, je lui ai dit, le leader ne s'impose pas leader, mais de par sa manière même de faire, sa manière d'être, sa manière de valoriser les personnes qu'il a autour de lui, sa manière d'échanger avec ces personnes-là, il crée un certain niveau de confiance. Donc, tu viens d'arriver, si tu sens que lui, il est réfractaire, la première chose, pose les choses à plat, trouve un cadre en dehors du travail, échange avec lui, parle avec lui sur tel sujet. Et je vous assure qu'à la sortie de cet échange-là, il m'a rappelé, il m'a dit, mais Loïs, le masque est tombé. Il avait beaucoup d'appréhension, il avait des questions, il avait des attentes, il y a des frustrations aussi qu'il a accumulées, il y a des choses qu'il espérait qu'il n'a pas eues. Donc, en fait, quand il m'a vu, il a transposé la frustration qu'il avait avec l'ancien manager sur moi. Mais quand on a échangé, on a mis les choses à plat, j'ai senti vraiment qu'il y a un verre qui a été brisé. Et là, la collaboration a repris et part de plus belle. Et ça, franchement, moi, en tant que RH, c'est la meilleure des choses parce que équipe engagée, climat social intéressant, ça veut dire que les chiffres vont monter. Un dernier témoignage rapidement, certains collaborateurs même ont des arrêts maladie. Ils ont des arrêts, on dit rentrer. Ils disent non, je veux rester pour bosser. C'est le manager qui dit non, tu ne vas pas travailler parce qu'on t'a donné un arrêt. Va te reposer. Ta santé compte plus que toute autre chose. Donc ça, ce sont des petits témoignages en tout cas qui montrent non seulement l'engagement et qui montrent que ce qu'on est en train de mettre en place a de l'impact, a de l'effet et ça nous encourage à continuer à faire mieux. Merci Loïse, merci Marie-Paul. On pourrait rester toute une journée à débattre sur cette thématique liée au bien-être, à l'expérience collaborateur exceptionnelle. Alors, nous sommes presque à la fin de cet épisode. Je vais vous laisser me donner votre mot de fin en une minute chacune pour nos auditeurs. Marie-Paul, je te laisse le mot. Donc, on est dans un monde qui évolue. C'est vrai qu'on parlait il y a quelques années de ressources humaines. Ressources humaines, c'est dire qu'on va puiser dans les ressources, on puise. Et maintenant, on est parti sur plutôt le capital humain. Donc, le capital humain, qui dit capital parle d'investissement. Donc, on investit dans l'humain pour ensuite atteindre les objectifs. Donc, j'exhorte vraiment toutes nos organisations à vraiment voir l'humain, mettre l'humain au centre de toute activité. Parce que c'est vrai que le monde évolue, on parle maintenant d'intelligence artificielle, mais comme Loïs l'a dit, derrière tous ces changements, il existe l'humain. Donc vraiment, il faut que nos organisations apprennent à investir dans l'humain et puis créer le meilleur cadre possible au sein de notre environnement de travail. Nous, en tant que directrice des ressources humaines, on va faire beaucoup de propositions, mais il faut que le top management aussi veuille bien nous suivre. Merci. Donc,
voilà, j'invite aussi beaucoup les entreprises à faire très souvent des sondages aussi pour que les employés, en fait, puissent vraiment dire ce qu'ils pensent, comment ils se sentent sur le lieu de travail, afin qu'on puisse vraiment prendre ça en compte pour améliorer. Ça, c'est très important. Merci, Marie. Merci. Donc, rapidement, pour conclure, mon message va s'adresser d'abord au top management, au directeur, chef d'entreprise. Il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, plus vous allez valoriser vos collaborateurs, plus vous allez mettre en place des stratégies ou des politiques, des pratiques qui leur permettent de pouvoir s'exprimer en toute transparence et confiance, exprimer aussi leur potentiel, plus vous allez atteindre vos objectifs. La deuxième cible à laquelle je veux m'adresser, ce sont les collaborateurs. Qui dit management bienveillant et humain ne dit pas la porte est ouverte pour tout faire, tout et n'importe quoi. Si vous êtes dans une entreprise qui valorise l'humain, vous avez vous aussi une responsabilité à adopter une attitude professionnelle pour que cette entreprise-là soit encore encouragée à continuer sur cette voie de valorisation de l'humain. Et à tous, je veux dire que le bien-être, la santé émotionnelle, physique, c'est vraiment ce qui va permettre de pouvoir déployer son potentiel. Donc, faites attention à vous, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez collaborateur. Suivez avec attention ces indicateurs-là et arrivez toujours à trouver un très bon équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle pour pouvoir être épanoui et atteindre tous vos objectifs. Merci beaucoup, Sostène et Marie-Paul. C'était un plaisir en tout cas. Merci Marie-Paul, merci Louise. J'aurais volontiers continuer à échanger avec vous et je sais que nos auditeurs également. Et pour moi, cela a été un plaisir de vous avoir à m'accompagner. Une thématique assez intéressante. Il me plaît de dire que toute entreprise qui se veut pérenne aujourd'hui doit pouvoir créer le cadre de travail qui permette aux collaborateurs d'avoir un sentiment d'appartenance possible. Cela devient une nécessité pour nos organisations de se laisser guider et coacher par les spécialistes des ressources humaines que vous êtes, que nous sommes, quitte à ce que les projets en termes d'expérience collaborateur, en termes de culture d'entreprise, puissent être vraiment implémentés dans nos entreprises. Après, c'est de pouvoir dire également que les bonnes pratiques managériales doivent être vraiment implémentées à tous les niveaux. Nos plans de formation respectifs doivent intégrer cet aspect-là pour que non seulement le RH puisse déployer la stratégie bien-être, mais également que tous les managers à différents niveaux puissent relayer cette information-là et être en phase avec. Je vous remercie. Je vous invite à rester fidèles à MM Consulting pour les événements à venir. Merci et bonne suite de journée à vous. Merci Loïse, merci Marie-Paul. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye. Au revoir.